Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Ouvrir une filiale aux États-Unis. Je suis Nicolas Bernard Masson, dirigeante de la société Masson International, société qui représente l'État de Pennsylvanie en France, Suisse et Belgique. Nous recevons dans cet épisode du podcast Sophie Lechner, dirigeante de la société Global Commerce Education. Sophie va nous parler des différences culturelles au travail aux États-Unis. Tout d'abord, nous évoquerons les principales différences dans le management. Ensuite, nous parlerons des principales différences dans le marketing et l'américanisation de sa marque. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de laisser votre avis. Je vous en serai très reconnaissant. Je vous souhaite une très bonne écoute. Écoute, bienvenue Sophie. Merci de participer au podcast. Tout le plaisir est pour moi. Sophie, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, parler de ton parcours et de ton expérience passée et actuelle? Oui, alors, je suis donc Sophie Lachner, j'habite aux États-Unis. Je suis en fait, moitié française, moitié pakistanaise. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, en fait, j'ai toujours vécu dans un milieu international et les différences culturelles sont pour moi, c'est mon normal, en fait. Et ce n'est que vers l'âge de 20 et des poussières, 20 ans et des poussières, que j'ai découvert qu'en fait, tout le monde n'était pas comme moi. Je suis allée dans une école internationale et donc j'ai eu le culture shock en fait de réaliser que beaucoup de gens n'avaient pas cette dualité, et c'est devenu quelque chose pour moi de très important de pouvoir partager cette perspective différente et ça se retrouve tout le long de mon parcours. Donc je suis allée au lycée international à Saint-Germain-en-Laye et puis j'ai fait des études de droit, j'ai été juriste, donc mes études de droit ont été, doubles en fait, une maîtrise, franco-anglaise, donc maîtrise anglaise, maîtrise française de droit et puis, j'ai travaillé comme juriste, et justement ma première année était, à Lyon, qui n'est pas exactement, une toute petite ville, mais qui était beaucoup plus franco-française que le reste de ma vie jusque-là et c'est là que j'ai eu un petit peu cette révélation. Bref, j'ai décidé que ma carrière serait toujours internationale. Donc j'ai travaillé pour BP, ensuite, je suis allée dans des cabinets juridiques et cetera, mais j'ai décidé de faire un MBA aux États-Unis et j'ai fait ça, donc il y a oups, on va peut-être pas dire combien de temps, mais depuis je suis restée. Donc je suis en fait aux États-Unis depuis 27 ans et j'ai travaillé pour des sociétés pharmaceutiques, donc j'ai laissé le juridique, derrière moi. J'ai travaillé pour des sociétés de pharmaceutiques, toujours dans l'international, management international, et il y a 6 ans, j'ai fondé, Global Commerce, Education pour, aider les sociétés étrangères qui veulent s'implanter sur le marché américain. Et donc j'aide les sociétés, à déterminer leur stratégie, d'entrée, parce qu'il y a en fait beaucoup de modes d'entrée différents, à trouver les bons professionnels, les avocats, les comptables et cetera, et vraiment établir cette relation de travail pour que ce soit très clair, qu'il n'y ait pas de malentendus et puis, surtout j'aide avec les différences culturelles, je pense que Nicolas veut qu'on parle plus de ça aujourd'hui. Heu, les différences culturelles sont très, très importantes et tout le monde le reconnaît, mais très peu de gens en fait s'en occupent, trouvent des solutions. Donc voilà, on va en parler plus, mais voilà un petit peu. Donc c'est un résumé de ce que je fais. Oui. Tu, du coup, ta société, elle est basée
Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus de où tu es basé? Et Oui. j'ai vu aussi que tu proposais, un certain nombre de workshops, online courses et Mmh. cetera. Oui. Alors je suis basée donc, tout près de New York. J'ai habité à l'île New York, longtemps, mais je suis partie un petit peu dans le plus calme du New Jersey. Hem, je dirais que j'ai 3 services principaux. Le numéro un, c'est vraiment ce que j'appelle, le la roadmap. C'est vraiment, un service de 3 à 6 mois où j'aide les sociétés à vraiment, établir, heu, leur, comment dire? Leur stratégie et cetera. Enfin, j'en ai parlé. Donc, c'est un roadmap qui se fait sur 3 ou 6 mois et heu, aussi pour les sociétés plutôt les sociétés qui sont déjà ici, donc, étrangères, françaises ou autres, déjà installées aux États-Unis, lorsqu'il y a donc des équipes qui sont, heu, mixte, composé de gens de headquarters français ou autres et des Américains. Très souvent, ça amène des malentendus, des conflits, des complications. Et donc, j'offre des workshops cross-culturels qui vraiment aident les équipes à mieux s'entendre, à mieux se comprendre et à travailler plus efficacement et donc mieux servir les intérêts de la société. Et puis, il y a 2 ans, j'ai commencé à développer des cours en ligne. J'ai l'intention d'en faire beaucoup plus. Le premier avec lequel j'ai commencé, c'est un cours sur, comment utiliser LinkedIn. Heu, il y a beaucoup, beaucoup de façons d'utiliser LinkedIn, beaucoup d'objectifs que l'on peut, poursuivre avec LinkedIn. Et l'un d'eux, c'est vraiment le principal en fait, hein, c'est d'établir un réseau et ça, c'est une des choses que les sociétés étrangères peuvent commencer à faire. Alors, il faut pas faire ça n'importe comment parce que sinon c'est très, ça peut être vraiment, heu bizarre, mais si on s'y prend vraiment bien, on peut, établir des relations qui vont servir, une fois qu'on commencera à s'établir, aux États-Unis. Oui. Est-ce que je voulais revenir un petit peu avec toi donc, sur le sujet des différences culturelles. Tout d'abord Mmh mh. dans le management, c'est vrai que j'aimerais Mmh. qu'on parle un peu de ça dans cet épisode. Pour toi, quelles sont les principales différences culturelles que tu as relevées dans le management? Mmh. Alors je dirais qu'une des choses, c'est vraiment la différence heu, le concept de la hiérarchie par rapport à l'égalité. Je dirais qu'en France, on est très hiérarchique. Heu, c'est quelque chose qui est très ancré dans la culture. Aux États-Unis, il y a beaucoup plus un esprit collaboratif. Donc c'est vraiment, quand on se retrouve autour de la table, disons que si quelqu'un, atterrissait dans une réunion, américaine, il ne saurait pas forcément qui est le patron. Bon, ça deviendrait visible, assez rapidement, mais c'est pas super évident. Donc en fait, c'est vraiment, un style beaucoup plus collaboratif. Par exemple, on dit pas, on donne pas des instructions à quelqu'un: «Allez, tu vas faire ça», c'est vraiment, des suggestions. Bon, il faut comprendre que derrière, ce sont des instructions, mais le style est différent. Le style est assez différent. Hem, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme différence? Heu, un truc très, très important également, et ça, c'est vraiment ça se retrouve dans tout, la rapidité de prise de décision. Ça, c'est quelque chose, en France, on aime bien, étudier tous les aspects de la question, obtenir toute l'information nécessaire pour prendre la meilleure décision possible. Hem Ici, la meilleure décision possible, c'est la décision la plus rapide possible. Donc, on ne prend pas de décision n'importe comment, mais il faut avoir juste assez d'informations pour prendre une décision qui, disons, ne soit pas mauvaise et on la modifie au fur et à mesure.
Donc ça, c'est quelque chose qui vraiment se retrouve dans tout et c'est très, très, très important pour les sociétés étrangères qui rentrent sur le marché. C'est vraiment, de ne pas attendre d'avoir toute l'info parce que la compétition, les autres, vont entrer sur le marché. Donc c'est vraiment cette, philosophie agile. Ça se retrouve beaucoup dans l'entrepreneuriat, mais c'est aussi, très présent dans les sociétés, corporate. Du coup, j'imagine que les Américains testent beaucoup plus Mmh mh. différentes solutions, analysent ce qui marche, Mmh. changent de voie, etc. Que ce soit sur les Voilà, produits exactement. ou sur la Tout stratégie. tout à fait. Oui et ça se retrouve dans les stratégies que je conseille, aux sociétés qui veulent entrer sur le marché. C'est vraiment, heu, commencer à réunir, les informations sur les compétiteurs et avoir ce que je dis souvent, c'est faire un pilote, en fait. C'est avoir, minimum viable, product, MVP, et c'est cette expression qui est très, très, très courante, vraiment, montre bien l'esprit de la chose. Minimum viable, c'est-à-dire que juste assez pour survivre, en fait. Et puis, avec la pratique, on apprend énormément de choses sur les compétiteurs, sur les clients, et cetera. Donc on peut avoir après la deuxième version est beaucoup, beaucoup plus adaptée au marché et donc et c'est de mieux en mieux et ça continue, c'est continuous improvement. Donc effectivement, c'est tout à fait, ce que l'on recommande, un pilote, dans les stratégies. Et au niveau du management, est-ce que tu rencontres justement une certaine manière américaine de manager les équipes? Est-ce qu'ils font beaucoup plus appel au feedback? Est-ce qu'ils attendent certaines Mmh mh. choses de leurs managers, les Mmh. employés? Oui, alors je dirais que, ici, il y a c'est une société qui est très individualiste au départ et ce qu'on attend d'un manager, c'est, vraiment beaucoup d'autonomie. Hem, la façon de communiquer, je disais, c'est vraiment le collaboratif et vraiment c'est c'est vrai, ce que tu dis Nicolas, le rôle du feedback est très, très important, mais c'est cet équilibre entre l'autonomie et ensuite le feedback et c'est vrai que toute la notion du feedback est très différente ici. Je sais même plus comment on dit feedback en français, mais souvent, quand on a des discussions avec son patron, en France, quand on reçoit le feedback, c'est un truc négatif en fait. C'est vraiment souvent, pas une très bonne ambiance parce qu'en général et moi c'est vrai que ça m'a pris très, très longtemps pour me débarrasser de cette habitude, mais quand je donne du feedback, mon réflexe, c'est de dire ce qui n'allait pas. Parce que c'est ça qu'on peut, améliorer, c'est ça sur ça qu'on peut travailler donc j'ai même encore tendance, même après 27 ans ici, à penser tout de suite à ça et puis bon, je me corrige. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment, réfléchir à la psychologie de la personne qui reçoit, en fait et pour recevoir ici, il faut vraiment être dans le bon état d'esprit et pour le manager, c'est important de partager, tout ce qui est fait bien et c'est pas juste il faut pas juste, donner ce qu'on appelle lip service, c'est-à-dire vraiment, dire: «Bon, bah, ça c'était bien, mais bon». Il faut et ce que je suggère, c'est vraiment de donner le feedback positif, heu tout au long de l'année ou tout au long de chaque fois que quelque chose est bien fait, c'est un peu comme un capital qu'on investit dans la personne, donc elle sait qu'on apprécie, qu'on apprécie, qu'on apprécie tout ce qu'elle a fait et du coup, quand on en vient à une, suggestion, ce pas une critique, mais une suggestion, ce qui est important, à ce moment-là, la personne est beaucoup plus réceptive. Et justement, je disais suggestion, on ne parle pas ici de critique, on parle de room for improvement. Donc c'est vraiment toujours c'est toujours il faut
se mettre dans une perspective de l'avenir. C'est-à-dire pas dire: «Bon voilà ce qui était bien, ce qui n'était pas bien dans le passé», mais à l'avenir. Donc imaginons une situation, si ça se reproduisait, s'il y avait le même contexte, comment est-ce qu'on pourrait, heu, faire ça encore mieux? Donc c'est vraiment toujours tourner sur le positif sur l'avenir. Et au sein des entreprises, est-ce que les managers mettent en place des revues trimestrielles, semestrielles ou annuelles des employés? Comment ça se passe aux États-Unis par rapport à ça? Et est-ce qu'il y a des Mmh. différences avec la France? Peut-être pas, hein, Alors tu sais, ça fait très longtemps que je suis plus en France, alors je ne sais pas, si c'est très à jour, mais je sais qu'ici donc il y a un processus qui est les revues annuelles et je dirais des revues trimestrielles, c'est très rare. C'est très rare franchement, c'est beaucoup plus une revue annuelle, c'est très formel, il y a tout un beaucoup de paperasserie, beaucoup heu i les équipes, donc les patrons et les employés, déterminent leurs objectifs, pour l'année et puis il y a toutes sortes de mesures avec des calculs et cetera. Bon et donc il y a une conversation formelle annuelle, où on revoit toute l'année et on discute de toutes ces l'employé fait son self evaluation et puis, les managers demandent à d'autres personnes avec qui cette personne l'employé a travaillé, de donner une évaluation également. Donc, c'est vraiment, un 360. Dans certaines sociétés, on demande aussi le feedback, l'évaluation de ses propres employés. Donc c'est qui remonte le 360 on appelle ça quand vraiment on demande à tout le monde. Mais, tout le monde ne fait pas ça. Mais vraiment ce que oui, puis après il y a les décisions sur les promotions et sur les augmentations. Heu mais vraiment je pense que ce qui est mieux et là, c'est pas tant une histoire de France ou États-Unis, mais c'est plus, ma recommandation, c'est vraiment de donner du feedback, tout au long de l'année parce que cette évaluation annuelle, ça n'a pas beaucoup de sens en fait et puis ça prend des proportions émotionnelles, qui sont pas vraiment constructives en fait. Et donc je pense que donner au fur et à mesure, c'est dans le moment, c'est beaucoup plus, relevant en fait. Oui, 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 tout à fait. Je pense que c'est aussi une bonne méthode de motiver et impliquer les employés un Mmh. peu tout au long de l'année. Comme tu le disais, un Ouais. peu comme un Mmh. compte en banque, tu investis, Mmh. tu Ouais, capitalises sur tes employés en faisant ouais ça. et et puis tu apprends beaucoup plus parce que c'est frais dans ta mémoire, ça vient juste de se produire donc plutôt que de revisiter, 9 mois plus tard, une réunion qui s'était pas bien passée, c'est pas vraiment productif. Et pour le coup, si tu es par exemple une société française, européenne qui s'installe aux États-Unis, comment toi, en tant qu'étranger, tu t'imposes en tant que leader? Comment tu Mmh. augmentes le leadership vis-à-vis de tes employés américains? Est-ce qu'il y a des petites astuces Mh. pour Alors je dirais donc en plus de ce que j'ai déjà couvert, je dirais, il y a des pièges à éviter. Souvent quand on est, français et qu'on vient, en tant que patron d'une équipe, souvent il y a d'autres personnes françaises, dans l'équipe et quelque chose qui passe très, très mal, alors plusieurs. Une c'est, les conversations en français. Et ça vient tellement naturellement, c'est très difficile d'avoir une conversation en anglais avec quelqu'un qui est français, surtout quand il y a personne dans la pièce, bon. Mais il peut y avoir des gens qui passent dans le couloir et cetera et surtout dans les réunions et cetera. Éviter d'avoir des conversations en français parce que ça crée vraiment une, une cassure entre, bah, nous et vous et ça crée, un esprit de clique même si on n'a pas du tout l'intention, même si on est en train de parler de la pluie et du beau temps, mais personne ne sait de quoi on parle. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très mal vécu,
par les Américains. Bon, j'imagine que c'est pareil partout, hein. Hem, mais plus, je dirais, parce que, bah, si on parle anglais dans des réunions françaises, bon, les gens ont quand même une bonne idée de ce qu'on dit, mais le français en général n'est pas compris. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important et qui est difficile à mettre en place. Et donc pour un patron, je dirais que vraiment, faire une policy en fait de ne pas parler français au bureau, mais nulle part, même dans la cuisine, où que ce soit. Comme ça, c'est clair et on n'entend pas ces petites conversations qui en fait, rebroussent le poil en fait des autres. C'est normal, hein. Hem, Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? C'est important pour un patron pour tout le monde de partager son expérience, d'apporter son savoir-faire. Mais comme je disais avec l'esprit collaboratif, et il faut faire attention de ne pas tomber dans euh, moi j'ai fait ça comme ça en France et nous on fait ça comme ça en France, et voilà. Ça peut paraître évident, mais c'est étonnant le nombre de fois que j'ai vu ce genre de comportement. Euh, D'ailleurs, j'ai fait une fois un cross-cultural workshop dans une société française aux États-Unis, avec l'équipe était moitié française, moitié américaine. Et donc on fait le workshop, tout le monde parlait de toutes sortes de choses. Et le patron de l'équipe français se met debout. Bon, chacun peut, hein, quand on est dans une réunion à 30, peut se mettre debout, se dégourdir un peu les jambes. Mais il est resté debout, comme ça, les bras croisés, devant son équipe, en fait. Et comme on posait des questions sur les perceptions des Français, des Américains, etc., lui est resté debout comme ça pendant, je sais pas, une demi-heure, et finalement j'ai réussi à lui faire passer le mot à travers quelqu'un d'autre, qui lui demandait s'il pouvait s'asseoir. Parce qu'en fait, c'était inconscient, c'était vraiment complètement inconscient, mais bien sûr avec sa posture debout, il mettait vraiment, l'accent sur le fait qu'il est patron, quoi. Et ça c'est juste un exemple, assez rigolo, quoi. Oui, des exemples un peu inconscients, mais au final, Ouais, ouais, il y a on énormément de ça. transmet quand même un message quelque Oui, part. On oui, oui. transmet un message quelque Tout à part. fait. Mmh. Au niveau des... J'avais une question pour toi au niveau des Mmh. réunions et de la gestion des réunions, de la gestion des Mmh. conflits. Est-ce Mmh qu'il mh. y a aussi là-dessus des différences dans le management des équipes? Est-ce qu'une réunion, Mmh. c'est plus court, mieux organisé, c'est un peu différent? Et pareil sur C'est les très conflits. différent. Ouais, ok. Mmh. Oui, oui, c'est très différent. Les réunions sont très différentes. Bon, la différence, physique évidente, dès le départ, c'est l'agenda. Bon, ça veut pas dire qu'en France, on n'a pas d'agenda, mais de mon expérience, même quand il y a un agenda, heu, on le suit, mais la perception française d'un agenda, c'est voilà, tous les points qui doivent être discutés pendant cette réunion. OK? Et les points sont discutés, mais pas forcément dans l'ordre, parce qu'en fait, les choses sont toutes connectées les unes aux autres. Donc il y a une conversation générale. Heu, Aux États-Unis, c'est vraiment il y a c'est vraiment différent, c'est-à-dire que c'est une société très linéaire, et donc l'agenda, il est là pour être discuté dans l'ordre. Et d'ailleurs, ayant écrit, des agendas pour des réunions, des centaines de fois, il y a beaucoup de conversations sur quel est l'ordre de l'agenda. Je ne pense pas qu'il y aurait ça forcément en France, heu, parce que c'est important on sait que ça va être traité, le début, enfin, du début à la fin. Donc on prend un point de l'agenda, on en discute, on prend une décision et on la note, on la répète à tout le monde pour que tout ça soit bien clair, et ensuite on passe au point suivant. Alors c'est pas qu'il y ait jamais des discussions, mais il y a quand même cette, cet ordre des choses qui est attendu, qui est expected, et c'est comme ça. Hem, je dirais en France, on a souvent de grands débats dans les conversations, dans les réunions.
La France est connue pour, aimer débattre et il y a des débats ici, mais c'est assez cadré, en fait. Donc, on va avoir, un point, donc qui va être amené, voilà, le pour, le contre. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors chacun donne son avis. Il y a une conversation, il y a une discussion, il y a peut-être des avis divergents et assez rapidement, une fois qu'on aura entendu tout le monde, heu, on va arrêter, en fait, et une décision sera prise et on s'assure que tout le monde est OK avec la décision. Donc c'est pas des débats à n'en plus finir qui continuent au-delà de la fin de la réunion, qui continuent d'une réunion à une autre, comme j'ai vu souvent se produire. C'est pas voilà. Quant aux conflits d'ailleurs, tu me posais la question des Oui, conflits. Heu, c'est très rare d'avoir, des non, c'est pas très rare d'avoir des conflits, mais c'est très rare d'avoir des conflits, ouvert et comment dire, out in the open. Si quelqu'un dit, par exemple, tout est understated. Donc, par exemple, si quelqu'un dit, I'm not sure I agree. C'est-à-dire que en fait, ils sont mais complètement opposés à ça, quoi. Donc, il y a toute une couche de vocabulaire qui est là pour adoucir les choses. Mais voilà, donc quand c'est vrai quand on est français et qu'on arrive dans une réunion, si on n'est pas d'accord, on dit bon, non, on n'est pas, je suis pas du tout d'accord. Alors que ici, je suis pas du tout d'accord. Alors là, c'est vraiment la déclaration, quoi. C'est une déclaration de guerre, quoi. Donc c'est vraiment, il faut faire très attention à la façon dont on dit les choses. Et on ne montre pas ses émotions ici comme on fait en France. C'est beaucoup plus, un peu il y a plus beaucoup plus. feutré, atténué. Oui, voilà, voilà. Mmh. Mmh. OK, je comprends. Je comprends, c'est Mmh. vrai que c'est un point qui mérite, d'attirer l'attention. En tout cas, quand on gère des Ouais. équipes américaines, ça peut créer des peut-être des frustrations, j'imagine, oui. Et Oui, oui, il faut vraiment faire attention de ne pas laisser ses émotions être trop visibles, quoi. En fait, c'est mal vu. d'accord, Ouais, ouais. oui. Mmh. Je voulais aussi discuter un petit peu de différences culturelles au niveau marketing. Je sais Mmh. c'est une des problématiques des sociétés européennes qui arrivent sur le marché américain. Il faut adapter ses Mmh. produits, il faut réfléchir à sa communication. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler des grandes difficultés de marketing pour vendre des produits européens aux États-Unis? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut Mmh. considérer ou changer ou Oui, adapter? Oui, oui. Alors oui, effectivement, il faut vraiment faire des études de marché et vraiment étudier la clientèle ici, beaucoup plus, je dirais beaucoup plus en profondeur. Bon, déjà, pour commencer, il y a des différences de culture, énormes entre les États-Unis et la France, mais il y a aussi des différences culturelles à l'intérieur des États-Unis. Il y a des régions, très différentes, donc ça, c'est très important d'en tenir compte. Je dirais qu'une chose qui est souvent, sous-estimée, je dirais, et sur laquelle je passe beaucoup de temps parce que justement c'est difficile de vraiment même comprendre, à quel degré c'est important, c'est ce qu'on appelle ici niching. C'est-à-dire, c'est un segment de clientèle très, très étroit et je passe beaucoup de temps dans mes formations sur ça en donnant des exemples extrêmes, heu, pour vraiment faire, rentrer le concept parce qu'on quand on parle de segmentation, on dit: «Ah bah, les femmes plutôt que les hommes», par exemple, selon le produit, les femmes de 30 à 40 ans, et on a l'impression qu'on a un segment très étroit, mais c'est pas du tout le cas. C'est vraiment il faut, choisir un segment très, très, très étroit pour pouvoir bien le comprendre et pouvoir vraiment exprimer, les, les envies et les besoins, très, profonds de ces personnes-là.
Et c'est pas les seules, personnes qui achèteront. Mais cette capacité à pouvoir parler aux consommateurs de façon très, très, très personnalisée, c'est ça qui va faire que vraiment le produit va démarrer et c'est souvent quelque chose qui est difficile à intérioriser, je dirais, souvent. Et au niveau de la marque, est-ce que tu conseilles aux marques de s'américaniser? Est-ce que certaines marques, Mmh si mh. tu as rencontré certaines marques qui souhaitent peut-être changer un petit peu de positionnement ou de nom aux Mmh. États-Unis, est-ce Mmh. qu'il y a eu des revirements un peu de ce style parmi tes clients? Oui, alors disons qu'il y a quelque chose qui est très important, qui est une des décisions stratégiques, c'est de prendre une décision claire au départ. Si on va avoir un produit qui est, très spécifiquement made in France, une marque française, un produit français, ou bien si on va, simplement, bah, on est français mais on a un produit, qui va être, pas spécialement, marketé et positionné comme français. Je pense que c'est important de prendre cette décision parce que si on décide de ne pas faire, spécial made in France, il faut vraiment à ce moment-là faire, enfin dans les 2 cas remarque, mais, il faut vraiment avoir de toute façon une équipe américaine, qui s'occupe de ça. Il faut vraiment américaniser, sa marque, et si on décide par contre de se présenter comme du made in France, il faut aussi que ça soit fait à l'américaine. Mais à ce moment-là, il faut vraiment bien comprendre en quoi, heu, la marque et le produit, est vraiment, si français. Et c'est très important de comprendre la version américaine de ce qui est vu comme français. Heu, attends, je me souviens, je sais plus quel était la marque, je me souviens d'être allée à Boston et d'être entrée dans c'était une de ces pâtisseries, salon de thé, genre je sais plus la marque, faudrait que je retrouve. Mais j'adore cette marque, j'adore leur pâtisserie. Je vois cette pancarte, je dis: «Ah super!» J'y vais et je rentre et c'était marrant parce que c'était très français, mais c'était pas du tout la façon le décor, le style, et cetera n'était pas du tout comme la chaîne en France. C'était, beaucoup plus, genre, Louis XVI ou je ne sais quoi, enfin la version Hollywood, hein, mais, c'était un style tout à fait différent et ça m'a marquée parce que je me suis dit: «C'est vraiment mettre en avant le made in France, le truc vraiment français, mais en même temps, c'est la version américaine de ce qui est perçu comme étant français». Oui. Donc de toute façon, il faut vraiment des locaux pour manager tout ça, c'est clair. Pour le coup, tu as des recommandations? Est-ce que tu engagerais, au conditionnel, Mmh mh. un directeur de communication plutôt américain, binational? Est-ce que toi, tu avais des conseils par Ouais. rapport à ça ou pas forcément? Il y a peut-être pas de formule Mmh. magique, hein, je ne sais pas. Oui, non, ça c'est sûr. Je dirais que la décision de recruter en fait, vraiment ça dépend plus du stade d'avancement du projet. Donc que ça soit un directeur commercial ou que ça soit, plus, des agences extérieures, c'est plus une décision le à quel point la société est avancée dans son projet. Mais ce qui est sûr, c'est que, il faut une agence, locale. On peut pas du tout prendre une campagne marketing, française et la traduire. Ça, c'est sûr que il faut vraiment, avoir, des experts locaux et je dirais même si on a un directeur commercial, de toute façon, il va falloir une agence, pour s'en occuper donc c'est sûr il faut vraiment le savoir-faire local. C'est clair. Mmh.
pour le coup, j'aimerais peut-être conclure là-dessus. Est-ce que tu as des cas réussis de communication aux États-Unis ou des cas complètement ratés de communication aux États-Unis parmi les entreprises que tu connais ou que tu as pu observer sur le marché américain? Mmh. Sans en dire Oui, trop, peut-être sans les citer, hein, oui, oui, surtout dans le cas de situation où ça n'a pas trop marché. Heu, oui, je pense à un exemple, c'est une marque française qui est connue d'ailleurs, donc mais c'est on va dire un produit, dermatologique, mais pas médical, enfin pas sur ordonnance et un produit très haut de gamme, cher, qui se vend en France, en pharmacie et quand le management a décidé de venir sur le marché américain, l'équipe managériale en France a dit: «Bon, nous, on vend depuis 200 ans en pharmacie, heu, on va faire pareil» et c'est souvent le problème. Donc voilà, alors si parmi les auditeurs, vous êtes déjà venus aux États-Unis, vous savez que la pharmacie, c'est pas vraiment la même chose, hein. Donc pharmacie de quartier, et ici c'est CVS, Walgreens, donc des supermarchés énormes qui vendent de tout. De la oui, nourriture, des jouets, de la papeterie, tout et puis un petit coin pharmacie au fond où en fait on a, ces ordonnances, voilà, qui sont remplies. Donc ce produit, ça ne marchait pas du tout. C'était pas du tout c'est aussi souvent des produits, j'allais dire pas chers, ils sont plus chers qu'ailleurs, mais disons que c'est des produits bas de gamme, heu, ou moyenne gamme. Donc l'équipe locale s'était rendue compte de cette différence et essayait de dire au management qu'il fallait une autre stratégie et le management, est resté sur ses positions en disant: «Non, nous, on a toujours fait comme ça, et puis c'est l'historique de la marque, on ne peut pas se bâtardiser, bon bon ils ont fini par avoir une autre stratégie, mais pendant plusieurs années, ça a vraiment stagné, ça ne marchait pas parce que les CVS du monde ne voyaient pas l'intérêt, ne comprenaient pas la différence de prix, et ne voulaient pas prendre autant de shelf space en fait, pour ces produits. Donc ça a été très, très difficile pendant plusieurs années. C'est souvent quelque chose qui arrive, c'est une dichotomie entre l'équipe ici qui s'américanise, qui devient plus rapide, plus réactive et le management français qui souvent, ne suit pas et finalement rentre dans le pose des obstacles, non nécessaires. oui, 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 c'est toute la dangerosité de vouloir copier-coller des stratégies ou tout simplement de Ouais, transposer sur le marché américain sans vraiment étudier le marché en ouais, lui-même et ouais, s'adapter, que ce soit sur le ouais, management comme le marketing, dans tous les cas. tout à fait. Il faut vraiment venir ici avec un esprit avec une humilité, avec une ouverture d'esprit. Il faut penser, on recommence la société. Et Mhm. ça, bon, c'est très difficile pour un entrepreneur de penser ça, mais c'est vraiment et c'est recommencer à zéro. C'est réfléchir à qui est mon client comme quand on démarre. Qui est le client? Quel est le produit? Être ouvert à changer son produit, à changer son packaging, à changer sa campagne, même le nom et c'est très difficile, mais si on n'est pas prêt à faire ça, il vaut mieux pas venir. Parce que Et c'est cette flexibilité, cette agilité qui vraiment va faire le succès d'une société ici aux États-Unis. super. Merci, merci beaucoup, Sophie. C'est une très belle Mmh. conclusion, je trouve, pour, pour notre épisode. Donc, bah, écoute, merci d'avoir participé. Je voudrais Bah, je peut-être t'en que prie, c'est un plaisir. tu partages tes contacts. Où est-ce que les gens peuvent te Mmh mh. retrouver? Peut-être sur LinkedIn, peut-être par mail, si tu Mmh. peux.
Oui, alors ma société, c'est Global Commerce Education et je suis sur LinkedIn Sophie Lackner, donc je pense que tu mettras ça dans les notes. Le site, c'est le nom de mon offre principale, c'est G2 Experience. En fait, G2, c'est G au carré, c'est pour Global Growth. G2 Experience, parce que ce que j'offre est très experiential. Donc g2experience.org. Donc ça, c'est pas évident à savoir, mais c'est .org. Mais bon, effectivement, le plus simple, c'est quand même de me contacter sur LinkedIn. Super. Merci beaucoup, Sophie. Et puis, au plaisir de t'accueillir sur un prochain épisode. Merci beaucoup, Nicolas.